Depuis près d'un millénaire, la monarchie anglaise fascine et intrigue. Mais contrairement à l'image dorée des couronnes et des palais, son histoire est loin d'être paisible. C'est une fresque faite de guerres intestines, de trahisons familiales, de mariages sanglants et de rois parfois plus fous que sages. Car l'Angleterre n'a jamais connu une lignée royale parfaitement stable. Chaque règne, ou presque, est marqué par le chaos. Des héritiers contestés, des trônes disputés, des barons révoltés, des rois renversés, et parfois même exécutés. De Guillaume le Conquérant qui imposa son autorité par le fer et le feu, à Henri VIII qui fit trembler l'Europe entière par ses caprices matrimoniaux, en passant par les guerres civiles qui opposèrent des familles entières pour une simple couronne. L'histoire des rois anglais ressemble davantage à une tragédie shakespearienne qu'à un conte de fées. Dans ces couloirs du pouvoir, les alliances se font et se défont comme des ombres. Des frères s'entretuent pour un trône, des reines complotent dans le silence des palais, des nobles jurent fidélité pour mieux trahir le lendemain. Et au-dessus de tout cela, une seule obsession demeure, la survie de la couronne. Mais cette couronne, loin d'être un symbole immuable de stabilité, fut un fardeau lourd à porter. Beaucoup de rois la désirèrent. Peu la conservèrent sans drame. Certains trouvèrent la gloire, d'autres la honte. Certains bâtirent des empires, d'autres perdirent tout. Voici donc l'histoire de cette monarchie, pas comme les autres. Une monarchie bordélique, imprévisible, où chaque roi a laissé une empreinte faite de sang, d'intrigues et de chaos. Et pourtant, c'est de ce désordre qu'est née l'une des plus puissantes nations du monde. L'histoire bordélique des rois anglais commence en 1066. Cette année-là, tout bascule. L'Angleterre, jusque-là dirigée par des souverains anglo-saxons, voit apparaître à l'horizon un homme qui allait tout changer. Guillaume, duc de Normandie. Fils illégitime, surnommé le Bâtard, Guillaume avait grandi dans la violence et l'instabilité. Mais son ambition était plus forte que toutes les humiliations. Quand Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, meurt sans héritier direct, Guillaume revendique la couronne. Problème, Harold, un seigneur anglais, se la fait couronner avant lui. Pour Guillaume, c'est une insulte. Et une insulte ne reste jamais impunie. Alors il rassemble une armée colossale, franchit la Manche et débarque sur les côtes anglaises. Le 14 octobre 1066, à Hastings, les deux camps s'affrontent dans une bataille sanglante. Les flèches volent, les épées s'entrechoquent, les chevaux piétinent les morts. À la fin de la journée, Harold est tué d'une flèche dans l'œil, et Guillaume remporte la victoire. Mais son triomphe ne signifie pas la paix. Devenu Guillaume le Conquérant, il impose son pouvoir par le fer et par la terreur. Les terres des nobles anglais sont confisquées et offertes à ses seigneurs normands. Les révoltes qui éclatent dans le nord sont écrasées sans pitié. Villages brûlés, population massacrée. Le royaume est placé sous une poigne de fer. En un instant, l'Angleterre cesse d'être anglaise. Elle devient normande. Sa langue, ses lois, son aristocratie changent brutalement. Ce n'est plus un royaume anglo-saxon, c'est une monarchie importée de France, bâtie dans le sang et la peur. Guillaume consolide son pouvoir en dressant le Domesday Book, un immense registre recensant toutes les terres, tous les biens, tous les hommes. Rien n'échappe à son contrôle. Et derrière ce contrôle se cache une vérité. L'Angleterre entre dans une ère de bouleversement, où la couronne ne sera plus jamais stable. Avec Guillaume, tout commence par une conquête, par une usurpation, par le chaos. Après Guillaume et ses successeurs, l'Angleterre connaît une nouvelle dynastie, les Plantagenets. Parmi eux, deux frères allaient incarner à eux seuls toute la grandeur et toute la misère d'une monarchie anglaise au bord du chaos. Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Richard, surnommé Cœur de Lion, était l'image parfaite du roi chevalier. Courageux, téméraire, passionné de bataille. Mais un détail frappant, il passa à peine quelques mois en Angleterre. Tout son règne fut consacré aux croisades, aux guerres lointaines, à sa soif de gloire militaire. Pendant qu'il combattait en Terre Sainte, le royaume sombrait dans l'instabilité. Les impôts écrasèrent le peuple, les complots se multipliaient et l'absence du roi devenait un vide dangereux.
En 1192, Richard est capturé et emprisonné en Autriche. Pour le libérer, l'Angleterre doit payer une rançon colossale. Le peuple saigne pour son roi absent et beaucoup commencent à se demander à quoi sert un souverain qui n'est jamais là. À la mort de Richard, c'est son frère Jean sans terre qui monte sur le trône. Et avec lui, le désordre atteint des sommets. Contrairement à Richard, Jean n'a ni courage ni charisme. Il est colérique, paranoïaque, maladroit. Il perd la plupart des territoires anglais en France, notamment la Normandie, ce qui lui vaut la haine des barons et le mépris de ses sujets. Sa tyrannie et ses échecs entraînent une rébellion ouverte. En 1215, humilié, Jean est contraint de signer un document révolutionnaire, la Magna Carta. Ce texte limite le pouvoir du roi et donne plus de droits aux nobles. Un roi anglais forcé de reconnaître qu'il n'est pas au-dessus des lois, une première dans l'histoire. Mais la Magna Carta n'est pas un cadeau de Jean. C'est le symbole de son incapacité à régner, de son échec à maintenir le respect et l'autorité. Il est resté dans la mémoire comme l'un des pires rois d'Angleterre. Ainsi, avec Richard l'absent et Jean l'incapable, l'Angleterre connut à la fois la gloire des champs de bataille et l'humiliation de la défaite. Deux frères, deux règnes, deux visages du chaos et un royaume qui vacillait entre légende et désastre. Après des siècles de règne instable, l'Angleterre plongea dans l'un de ses épisodes les plus sanglants et chaotiques, la guerre des Deux Roses. Nous sommes au XVe siècle. Le trône d'Angleterre, déjà fragilisé par des rois faibles et impopulaires, devient l'objet d'une lutte acharnée entre deux familles issues de la même dynastie, les Plantagenets, les Lancastre, symbolisés par la rose rouge, les York, symbolisés par la rose blanche. Ce qui commence comme une querelle de succession se transforme vite en une guerre civile interminable. Entre 1455 et 1487, l'Angleterre s'embrase. Bataille après bataille, la couronne change de main comme un trophée maudit. Des rois sont renversés, d'autres assassinés. Des enfants sont emprisonnés dans la tour de Londres, victimes de complots sanglants. Des nobles jurent fidélité un jour pour trahir le lendemain. C'est un pays entier qui sombre dans l'anarchie, où la loyauté ne vaut rien et où la peur règne dans chaque château. Le roi Henri VI de Lancastre, fragile et instable, perd la raison au cœur du conflit. Son adversaire, Édouard IV d'York, prend le trône par la force. Mais même après sa mort, la guerre continue. Les héritiers, les cousins, les oncles, tous se battent, tous se trahissent. Le point culminant arrive en 1485, à la bataille de Bosworth. Là, un nouveau prétendant surgit, Henri Tudor. Soutenu par ses alliés et par la lassitude d'un peuple épuisé par 30 ans de carnage, il terrasse Richard III, dernier roi York. Richard tombe au combat, abandonné par ses propres hommes, et Henri devient roi sous le nom d'Henri VII. Avec lui, la rose rouge des Lancastre s'unit à la rose blanche des York, donnant naissance à la dynastie Tudor. Enfin, la guerre prend fin. Mais elle laisse derrière elle un pays ravagé, des familles décimées et une monarchie marquée à jamais par le chaos et la trahison. La guerre des Deux Roses fut plus qu'un simple conflit de succession. Elle fut un tourbillon de sang et de larmes, un jeu mortel où la couronne passait de main en main, jusqu'à ce qu'un nouveau pouvoir émerge des cendres. Et pour l'Angleterre, ce fut la preuve ultime que le trône n'apporte jamais la stabilité. Peu de rois anglais ont autant marqué l'histoire que Henri VIII. Roi flamboyant, redouté et redoutable, il incarne à lui seul la démesure de la monarchie anglaise. Son règne est celui d'un souverain obsédé par deux choses, le pouvoir absolu et l'obsession d'avoir un héritier mâle. Henri VIII, au début de son règne, est jeune, séduisant, sportif. On le surnomme même le prince doré. Mais derrière ce charme se cache une volonté de faire et une soif de contrôle. Marié à Catherine d'Aragon, il espère un fils. Mais le destin s'acharne. Seule une fille survit, la future Marie Tudor. Henri commence à voir ce mariage comme une malédiction. Alors il décide de rompre avec Rome, de défier le pape et de fonder sa propre église, l'Église d'Angleterre.
Tout cela pour divorcer et épouser une autre femme. Ainsi commence la tragédie de ses 6 épouses. Catherine d'Aragon, répudiée après 20 ans de mariage. Anne Boleyn, sa passion brûlante, mais exécutée sur l'échafaud, accusée d'adultère et de sorcellerie. Jeanne Seymour, qui lui donne enfin un fils. Édouard, mais meurt en couche. Anne de Clèves, rejetée après quelques mois seulement, car jugée peu attirante. Catherine Howard, jeune et insouciante, accusée d'infidélité, décapitée à son tour. Et enfin, Catherine Parr, qui survit à son mari vieillissant et tyrannique. À travers ses mariages et ses exécutions, Henri VIII montre un visage impitoyable. Sa volonté brise les femmes, renverse les lois, bouleverse toute la religion du royaume. L'Angleterre change à jamais. Le catholicisme est remplacé par l'anglicanisme, et le roi se place au-dessus de toute autorité spirituelle. Mais derrière le masque du pouvoir, Henri vieillit prématurément. Gros, malade, rongé par la goutte et les ulcères, il devient une caricature de lui-même. Autrefois prince séduisant, il finit comme un tyran obèse et paranoïaque, craignant les complots et les trahisons. Son héritage est immense, mais aussi bordélique. Une église coupée de Rome, un royaume fracturé par les guerres de religion, et 3 enfants, Édouard VI, Marie Tudor et Élisabeth Ier, qui devront se battre pour réparer ou poursuivre son œuvre. Henri VIII ne fut pas seulement un roi, il fut un ouragan. Et après lui, l'Angleterre ne fut plus jamais la même. Jamais l'Angleterre n'avait vu pareille scène. Un roi descendant de siècles de monarchie allait perdre sa tête, devant son propre peuple. Mais pour comprendre la fin tragique de Charles Ier, il faut revenir au début de son règne. Couronné en 1625, Charles Ier croyait fermement au droit divin des rois. Pour lui, le pouvoir venait de Dieu, et nul mortel, ni parlement, ni peuple, n'avait à le contester. Son règne fut marqué par un mépris constant envers le Parlement, qu'il dissolvait dès que ses décisions le contrariaient. Mais derrière l'orgueil royal, l'Angleterre grondait. Les impôts augmentaient, les guerres extérieures coûtaient cher, et la religion divisait le royaume. Protestants et catholiques s'opposaient violemment, et Charles, marié à une princesse française catholique, fut accusé de vouloir ramener Rome au cœur du pays. La tension devint insupportable. En 1642, l'Angleterre plongea dans la guerre civile. 2 camps s'affrontèrent, les cavaliers, fidèles au roi, les têtes rondes, partisans du Parlement, menés par un certain Oliver Cromwell. Pendant près de 7 ans, le royaume fut ravagé par les batailles. Frères contre frères, père contre fils. Le sang anglais coulait pour savoir qui gouvernerait, le roi ou le peuple. En 1649, Charles est capturé. Pour la première fois dans l'histoire d'Angleterre, un roi est traduit en justice par ses propres sujets. Le verdict est impensable. Coupable de trahison contre son peuple. Le 30 janvier 1649, Charles monte sur l'échafaud dressé devant le palais de Whitehall. Une foule silencieuse, glacée par l'événement, observe. Le roi, vêtu de noir, regarde son peuple et prononce ces mots. « Je meurs en bon chrétien, mais je suis le roi légitime. » Puis d'un geste sec, la hache du bourreau tombe. Le silence est brisé par un cri d'horreur. La tête d'un roi gît dans la sueur. Pour la première fois, l'Angleterre n'a plus de monarque. Cromwell prend le pouvoir et instaure une république. Mais le chaos ne disparaît pas. Le vide laissé par la couronne plonge encore le pays dans l'instabilité, jusqu'au retour de la monarchie quelques années plus tard. La mort de Charles Ier fut un choc sans précédent. Elle marqua l'apogée du désordre royal, la preuve que même un roi sacré pouvait tomber sous le poids des conflits, des révoltes et du sang. L'histoire des rois d'Angleterre n'a jamais été une ligne droite. C'est une route chaotique, bordée de sang, de complots et de révoltes. D'un côté, des souverains héroïques comme Richard Cœur de Lion, des bâtisseurs comme Guillaume le Conquérant, des figures terrifiantes comme Henri VIII. De l'autre, des rois honnis comme Jean Santerre, des rois fous, des rois faibles, des rois brisés par leur propre peuple, comme Charles Ier. Chaque règne semble raconter la même histoire, l'ambition, la trahison, la chute. Les frères s'entretuent pour un trône, les mariages deviennent des armes politiques, les guerres civiles transforment le royaume en champ de ruines. La couronne, objet de toutes les convoitises, apparaît comme une malédiction plus qu'un honneur. Et pourtant,
Malgré ce chaos, malgré les guerres des roses, les exécutions, les révolutions, la monarchie anglaise a survécu. Elle a vacillé, elle a chuté, elle a saigné, mais elle s'est relevée encore et encore. Forgée dans le désordre, trempée dans le sang, façonnée par les crises, elle s'est endurcie. De ce tumulte est née une dynastie qui a traversé les siècles. Une monarchie qui a appris, parfois à la dure, à composer avec son peuple, avec son parlement, avec son histoire. Une monarchie qui aujourd'hui encore trône à Buckingham Palace, héritière de 1000 ans de chaos. Car l'histoire des rois anglais n'est pas une histoire de stabilité. C'est une saga de survie. Une couronne qui aurait dû tomber 1000 fois, mais qui tient toujours. Une couronne forgée dans le désordre.